Bienvenue chez Microcanap, un nouveau média indépendant et gratuit. Je suis Chloé, journaliste et la fondatrice de Microcanap. Retrouvez-moi tous les jeudis chaque semaine pour un sujet de société et d'actualité française disponible sur toutes les plateformes de streaming. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou au profil Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Et n'hésitez pas à nous soumettre des sujets à traiter en commentaire. Je vous retrouve tout de suite pour le début de cette émission. Hey! Microcanap! Avez-vous entendu parler de l'EMDR, cette thérapie qui utilise le mouvement oculaire, le son ou le toucher pour traiter des troubles anxieux ou des symptômes liés au stress post-traumatique? Depuis le début de l'année, les médias français en parlent de plus en plus, présentant cette pratique comme étant révolutionnaire, mais en fait, elle existe depuis les années 80. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai fait appel à Anne Chénaud et à Mathilde. Alors, bonjour Anne. Bonjour. Alors, vous avez déjà participé à une émission de Microcanap, mais je vais quand même vous présenter pour les auditeurs de cette émission. Alors, vous êtes retraitée depuis peu, vous avez exercé à Poitiers en tant que psychologue psychanalyste libéral, mêlant l'approche psychanalytique et le MDR. Tout à fait. Je vous ai invité car vous faites partie des premières personnes à avoir exercé le MDR à Poitiers. Et durant votre carrière, si j'ai bien compris, vous auriez inventé un protocole EMDR où vous avez élaboré toutes sortes d'outils pour aider vos patients à réaliser un changement de comportement. Oui. Et vous en avez écrit un livre. Ce livre, c'est Déverrouiller la connaissance de soi. Tout à fait. Publié aux éditions La Guillotine en 2023 et réédité en 2024. Dans cet ouvrage de 70 pages, vous donnez des outils concrets pour gérer les émotions, l'hypersensibilité, les angoisses et pour résoudre aussi des conflits internes, mais aussi pour changer de comportement et de représentation. Oui. On en parlera plus en détail durant l'émission, mais je tenais à le préciser dès l'introduction de cette émission. J'ai aussi invité Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Chloé. Je te remercie, je te tutoie. Est-ce que je peux vous tutoyer toutes les deux d'ailleurs? Tout à fait. Je te remercie d'être venue. Tu es ici parce que tu as consulté Madame Chénaud pour justement cette dimension en EMDR. Si tu es ici, c'est pour nous raconter justement ton vécu par rapport à l'EMDR et nous expliquer tout simplement comment ça marche. Vaste programme. Vaste programme. Avant de commencer, je voulais préciser, parce que c'est important, que la thérapie EMDR, elle ne peut être pratiquée que par un praticien certifié. Oui. C'est-à-dire que seuls les psychothérapeutes, psychiatres et psychologues peuvent se former à l'EMDR, Anne, ou... Il y a des médecins aussi qui se sont formés à l'EMDR. Il y a plusieurs instituts qui forment à l'EMDR et ils ont des prérequis. C'est-à-dire qu'il faut que la personne ait un travail clinique déjà. C'est-à-dire qu'elle reçoive des patients depuis minimum 2 ans. Enfin, en tout cas, moi, quand j'ai commencé ma formation, c'était ça le prérequis. Je le précise car il existe sur Internet des formations qui imitent cette pratique. EMDR, ça veut dire intégration neuro-émotionnelle par les mouvements oculaires. Oui. Elle a été mise au point à la fin des années 80 par une Américaine, Francine Shapiro, qui a découvert l'effet bénéfique des mouvements oculaires au cours d'une promenade dans un parc. Anne, est-ce que tu pourrais nous décrire concrètement ce qu'est le MDR? De ce que j'ai compris, au début, c'était né vraiment du mouvement oculaire gauche-droite, puis finalement, c'est aussi au travers du toucher gauche-droite et aussi des sonorités? Tout à fait. En fait, le principe de l'EMDR, c'est que quand on vit une expérience difficile, eh bien, il y a un mécanisme automatique qui peut se mettre quand l'expérience est vraiment trop difficile pour la personne. Elle fractionne cette expérience dans le cerveau. C'est-à-dire qu'elle met dans une partie du cerveau toutes les paroles, les pensées liées à cette expérience-là. Dans une autre partie du cerveau, toutes les images, mais séparées. Dans une autre partie, toutes les émotions. Et dans une autre partie, toutes les sensations physiques. Parce qu'à chaque fois qu'on a une émotion, il y a une sensation physique associée. Par exemple, la peur, on va se crisper. Ok. Ce fractionnement dans le cerveau, dans un premier temps, ça permet à la personne de surmonter l'épreuve. Mais le problème, c'est qu'ensuite, ces fragments-là, ils ne restent pas inactifs. Ce qui fait que j'avais des patients qui me disaient « je ne comprends pas, des fois je me mets à pleurer pour des broutilles, je vois bien que c'est disproportionné, mais c'est plus fort que moi. » Eh bien, c'est un fragment émotionnel qui a été coupé de son souvenir d'origine et qui cherche à s'écouler quand même. Eh bien, ce mécanisme-là, il peut se produire pour n'importe quel fragment. Il y a des personnes, c'est des pensées, des paroles, des mots qui viennent les perturber dans leur vie présente. Il y en a d'autres, c'est des images mentales qui apparaissent. Il y en a d'autres, c'est des douleurs.
Donc la personne, quand ça arrive, en général, elle cherche dans sa vie présente ce qui a pu provoquer ça, mais elle ne trouve pas parce qu'en fait, le sens est perdu. Donc, sachant cela, en EMDR, on va créer un processus de connexion entre les deux hémisphères du cerveau et on va reconnecter des choses qui avaient été déconnectées. Et pour créer ce processus, on utilise le système perceptif. Donc le mouvement ou le toucher ou le son. Voilà, n'importe quel sens peut fonctionner. C'est l'alternance droite-gauche. Les enfants, on leur fait faire les ailes de papillon. Donc toucher les bras. Voilà, hein, c'est une alternance droite-gauche. Avec les adultes, on peut faire sur les genoux. J'ai des collègues qui travaillent avec des casques et des sons alternés. Et puis, les yeux, c'est le plus connu puisque le MDR, justement, est né de cette... parle des yeux. Hein. De nombreuses études ont été publiées au cours des 25 dernières années pour valider justement l'efficacité de l'EMDR, mais cette fois-ci dans le traitement des troubles de stress post-traumatique, au point qu'en 2013, l'Organisation mondiale de la santé a mentionné l'EMDR comme une alternative valide aux thérapies comportementales et cognitives plus classiques. Idem pour l'INSERM et la Haute Autorité de la Santé. Anne, est-ce que l'EMDR sert uniquement à traiter des traumatismes ? Le mot traumatisme, c'est pas simplement un traumatisme avec un grand T. Le MDR s'est fait beaucoup connaître pour avoir soigné des anciens militaires qui avaient fait la guerre du Vietnam et qui étaient restés traumatisés. Donc, elle s'est vraiment fait connaître et reconnaître scientifiquement parce qu'elle a apporté une solution, un soulagement à ces personnes-là. Mais après, la notion de traumatisme, on la mesure à l'impact d'un événement sur la vie de la personne. Une émotion forte peut faire traumatisme, par exemple. On est tous différents et on vit tous les choses différemment. Donc. Voilà. Hein. Donc, quand, à partir du moment où il y a un événement vécu qui a été suffisamment impactant pour la personne, pour qu'elle le fractionne, pour que ça crée un symptôme, on considère que ça fait traumatisme. C'est-à-dire que moi, j'avais l'habitude de dire que le MDR peut aider pour tous les traumatismes de la vie, hein, les traumatismes de la vie émotionnelle. Et quels sont les objectifs avec cette pratique et qu'est-ce que ça procure, vu qu'il y a cette reconnexion à l'hémisphère gauche et à l'hémisphère droit du cerveau ? Eh bien, on part d'un souvenir qui a été identifié comme étant un souvenir important et on va mettre en place ce processus de connexion des deux hémisphères et la personne va revisiter le souvenir. Elle ne va pas le revivre, elle va le revisiter en attention double. Et double, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'elle a toujours conscience qu'elle est dans le cabinet en train de revisiter un souvenir. Elle ne le revit pas véritablement. L'attention double, ça permet de revisiter le souvenir et de le ranger dans la mémoire, en fait. Il n'est pas oublié, il est simplement déchargé de sa charge émotionnelle. La personne, elle sait qu'elle a vécu ça, mais elle est OK avec ça. Maintenant, voilà. Et l'intensité de l'émotion est déchargée. Mathilde, oui. Est-ce que si tu es d'accord, tu pourrais nous partager donc le pourquoi tu as décidé d'entreprendre une thérapie en EMDR et aussi, plus tard, j'aimerais que tu nous expliques un peu plus à quoi ça ressemble une séance, par exemple, parce qu'on s'en fait toute une image avec cette histoire de mouvement ou de toucher. Effectivement, est-ce qu'on est consciente ou pas ? Milieu des années 2000, je suis très très mal, je suis très douloureuse, pas forcément que le corps, mais beaucoup l'esprit. Et je lis un livre qui est écrit par David Servan-Schreiber, qui s'appelle « Guérir de anxiété, de dépression sans médicaments ». C'est déjà quelque chose avec le mot sans médicaments, ça me aide à aller vers ça. Parce que je crois qu'il était neuropsychiatre, donc le sans médicaments, je trouvais ça déjà assez attrayant. Donc voilà, je lis ça. Je suis à ce moment-là en incapacité de m'aider en prenant des rendez-vous avec des professionnels, mais je lis que 2 choses me sont restées comme quelque chose que je peux m'approprier potentiellement, dans tout ce qu'il décrit. C'est
la cohérence cardiaque et le MDR. Je sens que là, je tiens quelque chose qui va m'aider dans la fondation de... Je vais aller chercher des professionnels pour m'aider, mais j'arrive quand même avec des choses où je dis, ça, je sais que ça va me correspondre. Et moi, c'est en 2014. C'est en 2014 que je finis par arriver dans le cabinet de Anne. Alors, qu'est-ce qui, moi, m'a amené à être dans ce que j'ai décrit tout à l'heure de autant de douleurs? Il se trouve que, éperpillée façon Pulse, comme je disais tout à l'heure, je me suis retrouvée à subir différents traumatismes qui, dans mon histoire, prennent les mots de inceste, prennent les mots de agression sexuelle, prennent les mots de viol. Et effectivement, pour survivre à ça, mon cerveau, à l'insu de mon plein gré, comme diraient certains, a stocké comme il a pu ces événements-là. Et je me retrouvais à un moment de ma vie d'adulte avec une implosion, en fait, de tout ça. Ça faisait déjà quelques années que j'avais entrepris du travail avec des thérapeutes. Il n'empêche que je pense qu'il y avait eu pendant tellement de ces dizaines d'années de sorte, je vais faire une métaphore avec une cocotte minute que tu mets sous pression. Je pense que c'est comme ça que je peux le vivre et que mon cerveau peut-être a vécu. Et à un moment donné, il n'y a rien à faire. Il y a eu beau avoir la soupape, peut-être des choses. À un moment donné, ça a explosé. Donc, je crois que je peux dire qu'il y a eu quelque chose qui s'appelle, que le monde scientifique ou les psychologues appellent des compensations psychiques. Oui. Mon cerveau, je vais le dire tel que, tout simplement, mon cerveau a sauté sur une mine très personnelle pour le coup. Il a sauté. Donc, effectivement, je me suis retrouvée très, très... dans un état de bouleversement et de douleur, de souffrance émotionnelle qui, là, dépassait tout entendement. Ça n'était plus viable. Des choses auxquelles je m'étais refusée, comme les médicaments, devenaient quelque chose de nécessaire. Donc, effectivement, je me suis retrouvée à prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques, oui. Anxiolytiques. Et le désespoir de là trouver quelqu'un qui me aide avec une pratique autre que ce que j'avais pu faire en séance de travail personnel avec mon médecin. Donc, il était nécessaire, là, de reconstruire, de mettre du calme dans tout ce que tout à l'heure tu as décrit, de toutes ces pièces qui sont partout. Mais tout ça, il faut falloir le reconstruire pour n'en faire qu'une pièce. Et cette pièce-là, la désactiver, bien la ranger. En fait, moi, la chose que j'ai ressentie, c'est une notion de rangement. C'était vital au fond de toi, il fallait que justement ce soit rangé et que tu... Alors, pas au départ. Au départ, je ne savais pas. Là, moi, je parle d'une finalité au niveau du rangement. Dans l'explosion façon Pulse, et puis après, j'arrêterai de dire cette expression si elle est trop énervante. Non, c'est bon. Il y a cette notion qu'on ne sait pas à quoi c'est dû. Par exemple, au niveau de l'inceste que j'ai subi, moi, c'est un ascenseur mémoriel qui me l'a ramené. Au niveau d'agression sexuelle, c'est effectivement d'avoir... ce sont des pièces de puzzle de ce qui s'était passé qui, d'un seul coup, paf, se sont mis ensemble. Et là, ça a formé une histoire. Et là, il y a une émotion, du coup, qui revient pleinement, en pleine... Alors, je ne sais pas répondre à... sur la connaissance, tu veux dire? Ouais. La connaissance de ça? Oui, ça c'est sûr, ça te prend à la figure, mais là, ça te le fait le uppercut. Et ce qui se passe avec
avec le MDR, ce que j'ai vécu avec le MDR, c'est possibilité de prendre les choses, les événements passés, ce qui se ressentit, d'en prendre soin, de prendre soin de moi, mais de prendre soin aussi de ce qui fait qui je suis. En fait, pouvoir prendre soin aussi des souvenirs, c'était pour moi les approcher avec douceur. Alors que ça faisait 40 ans que je vivais avec le martyre de eux. Si tu veux, je comparerais avec quand tu prépares un colis. Tu prépares un colis pour le envoyer. Tu vas faire attention qu'il soit bien calé dans l'espace qui lui est donné et qui, somme toute, est censé lui correspondre au mieux. Et puis tu vas caler pour que ce ne soit pas abîmé pendant le transport. Je dirais qu'avant le MDR, je garde cette image, je suis dans le boîte. Sauf que le boîte n'est faite, les choses pour caler, elles ne sont faites que de testons de verre, de clous, de braises ardentes, que des choses qui sont le douleur dès que tu bouges dans ce boîte, tu vois. Tu t'imagines dans le centre de tri postal et tu fais ça, tu morfles. Et à la finalité du travail avec le MDR, si je garde la métaphore d'être dans une boîte, pour le coup, tous les souvenirs, toutes les émotions, tout ce qui avait pu être ressenti et qui crée toutes ces choses aussi douloureuses, ben là, en fait, je suis dans le papier bulle. Les souvenirs, c'est pas qu'ils sont enfermés dans une bulle de air, c'est qu'ils sont là, ils sont rangés à leur place, ils sont vécus comme des souvenirs, elles ne sont plus blessants. C'est pour ça la notion de une sorte, je ne sais pas si le bon mot c'est paix, mais en tout cas sérénité, elle est plus accordée pour moi. Ça n'empêche pas les horreurs vécues. Même maintenant, depuis longtemps, je peux vivre avec, sans être quelqu'un de blessé à tous les niveaux. C'est peut-être quand tu parlais tout à l'heure de prendre soin de toi, est-ce que c'est finalement accepter ces souvenirs et les émotions qui sont passées, et ces émotions et ces événements, effectivement, ils sont passés, et prendre soin de soi en acceptant que c'est passé et que c'est OK? Est-ce que c'est ça, finalement, que ça fait? C'en est une partie, mais pour arriver à cette phrase-là, il en est beaucoup du travail. Oui. Et justement, ça ressemble à quoi, ce travail Dans une séance EMDR, le thérapeute, il met en place un cadre qui permet de cerner le souvenir ou la pièce du puzzle sur laquelle on travaille, avec toute une série de préparations qui va lui servir après de guide pour diriger la séance. C'est-à-dire il y a une série de questions au début, c'est pas forcément des questions faciles, qui portent sur le souvenir, quelle est par exemple l'image que la personne elle a en tête de ce souvenir, l'image la pire, qu'est-ce que cette image dit d'elle, de négatif, qui résonne encore comme vrai maintenant, qu'est-ce qu'elle préférerait penser d'elle à la place de cette phrase-là. Donc là, bien sûr, on est dans le souhait, mais on anticipe la sortie de la fin de séance, enfin la fin de travail sur ce souvenir. Puis des questions aussi sur le corps, parce qu'on travaille toujours sur ces 4 fragments-là. Donc les pensées, l'image, l'émotion. Qu'est-ce que ça dit d'elle et qu'est-ce qu'elle ressent quand elle pense cette phrase? Si elle dit par exemple je suis en danger, quelle est l'émotion qui correspond? Et où est-ce que la personne ressent l'émotion? C'est-à-dire qu'il y a toujours ces 4 registres-là. Et puis, une fois qu'on a posé cette base de départ, on lance les stimulations visuelles et la personne, elle n'a rien à faire volontairement
Simplement, elle va être amenée à... elle va rentrer dans un processus associatif qui se fait tout seul, hein, puisque c'est un processus neurologique. Et elle va avoir des images qui vont apparaître, des sensations physiques, des émotions, des mots, des paroles, des phrases. Et ça peut avoir ni queue ni tête. Hein, et d'ailleurs, il faut bien l'expliquer un petit peu aux patients au début, parce que ça peut être un petit peu déstabilisant. De laisser venir son ce cerveau. venir ce qui vient, sans chercher surtout à comprendre. Hein, parce que le cerveau fait son travail, en fait. Donc, il faut le laisser faire. Et on va tirer... Moi, l'expression que j'utilisais, c'est on tire un fil. Hein, donc, on ne sait pas où ça va nous mener. Et on y va, on tire un fil et on verra bien. Et c'est comme ça que progressivement, il y a toute une série d'associations qui se fait. Et puis, au bout d'un moment, il n'y a plus rien, où il y a des choses neutres, où il y a des choses positives qui arrivent. Et là, il faut prévenir aussi le patient que s'il y a des choses comme ça, il faut nous le dire, parce que nous, c'est un signe. Hein, c'est le signe qu'on est arrivé au bout de ce qu'on appelle un canal. Et après, on ramène la personne au souvenir et on tire un autre canal. Et on ramène la personne au souvenir et on tire un autre canal. Pourquoi on tire plusieurs canals comme ça? Le souvenir, c'est énorme, un souvenir. Hein. Mm-hmm. Donc, quand on tire un canal, eh bien, on suit une idée. Enfin, le cerveau, il suit un fil. Mais il y en a plein d'autres. Pour désactiver la charge émotionnelle du souvenir, il faut faire faut prendre le souvenir dans tous les sens, jusqu'à ce que, quand on ramène la personne au souvenir, qu'on dit, bon, maintenant, quand vous pensez à ça, qu'est-ce qui vient, etc. Puis la personne elle dit, ça va. Et donc là, ça veut dire que le travail sur cette charge émotionnelle liée à ce souvenir-là est fini? Alors, la phase de désensibilisation. Parce qu'après, il y a une phase d'installation d'une ressource. Oui, parce que dans le EMDR, hein, tout à l'heure, tu as donné la définition en français, mais il y a vraiment cette notion de déprogrammer pour reprogrammer. Et c'est ça, en fait. Pour le départ, c'est effectivement déprogrammer. Comment le cerveau s'est débrouillé pour traiter quelque chose qui était vraiment trop insupportable pour lui. Mais il faut reconstruire quelque chose qui est la base solide après pour un futur. L'importance de travailler sur le passé, c'est une chose, mais pouvoir s'asseoir sur quelque chose de futur, c'est, en tout cas pour moi, c'était essentiel. Imaginer un futur. Tout à l'heure, vous avez décrit toutes les deux les différents éléments pour travailler en séance EMDR. Alors, effectivement, au niveau des yeux. Mais, par exemple, dans l'état dans lequel j'étais, il était impossible de me toucher. Anne n'a jamais pu tester ça au sein des séances EMDR avec moi, puisqu'il était impossible pour moi d'être touchée. Et de la même manière que j'aurais été en incapacité d'avoir quelque chose sur les oreilles pour être sur des sons autres que ce qui vraiment se passait entre la thérapeute et moi. Et nous avons quand même fait le travail. Hein. Il y a des choses qui... Et du coup, vous l'avez fait comment? Donc, c'était visuellement. Et comment Anne a opéré, par exemple? Alors, Anne travaille. Alors, il faut pas avoir été traumatisée par les règles du professeur, parce que à ce moment-là, Anne a eu recours à une aide, qui était une règle en bois. Okay. Tu sais, les règles carrées en bois. Et donc, elle brandissait ça. Ça peut être perçu comme ça. Elle brandissait ça, voilà, peut-être à cette distance, tu vois, là, quoi, un petit peu plus proche que ce que nous sommes là. Et effectivement, l'idée est de balancer la règle et que les yeux suivent le mouvement. Je ne sais pas si je le fais bien là. Voilà. De gauche à droite, du coup. Oui, de gauche. Et voilà, ce mouvement-là est peut-être fait je dirais une trentaine de secondes. Je ne sais pas, je n'ai jamais calculé le nombre où est-ce que toi tu connais le nombre de fois. Oui, on a un repère. Voilà. Oui, on a un repère. Et ce mouvement-là est celui qui donne le top départ au cerveau. Ok. Et donne le top départ. Et là, il se passe quelque chose que je dirais d'extraordinaire. C'est-à-dire que
moi, j'étais construite que de carapace, que de choses qui me permettaient de tenir debout, d'avoir une vie. Je dirais pas que je vivais une survie, mais il n'empêche que j'étais là. Et là, cette ouverture, ce sésame, ouvre-toi, il permet de dire, ta carapace, elle n'existe plus, ma carapace, elle n'existe plus. Et là, je livre ce que vous me demandez de livrer, toutes les deux, je vais vous le livrer. C'est comme ça que moi, je ressentais le fait de là, c'est poser. Et on fait un sésame, ouvre-toi. Et là, le cerveau, il dit, d'accord. Oui, c'est ça. C'est instantané, en fait. Ton cerveau, tout de suite, il dit, OK, je me laisse faire et on y va, quoi. C'est ça. Il est consentant, en fait, pour qu'on fasse ce rangement dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est consentant, c'est que lui, il sait pas faire, en fait. Il n'a pas su faire à l'époque. Et là, c'est un tel bazar dans sa chambre que tout seul, il ne s'est pas rangé. Donc, il dit, ouais, moi, je suis d'accord, je vous reforme les choses, je vous les amène. Faites-en ce que vous pouvez. Alors là, c'est le boulot de la thérapeute. Elle prend les choses et puis sa pelote de laine. Anne, est-ce qu'il y a des contre-indications ou des risques à connaître avant de s'engager dans une thérapie en EMDR ? Les thérapeutes le savent. Quand il y a une déstructuration psychique, alors ils disent de l'ordre de la psychose, c'est pas une contre-indication, mais on va mener la thérapie d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on va travailler plutôt des souvenirs récents et progressivement on va travailler sur des souvenirs plus anciens. Alors que sinon, il y a un principe en EMDR, quand il n'y a pas cette précaution à prendre, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'on va sur une thématique. S'il y a plusieurs souvenirs traumatiques, on va plutôt choisir le plus ancien et traiter le plus ancien. J'ai lu des témoignages comme quoi on peut avoir des effets après ou pendant une séance, des douleurs ou des émotions, etc. Est-ce que ça arrive souvent et est-ce que ça t'est arrivé aussi, Mathilde, peut-être Mon corps, oui, réagissait en séance, en douleur, et ça, la thérapeute pouvait l'entendre, l'anticiper aussi, pouvoir dire là où est-ce que ça se situe dans ton corps, quelle est son irradiation, tu vois, la puissance de cette douleur, de ce ressenti, et en fait d'en prendre soin aussi, parce que ce ressenti là, puisqu'il n'est pas une tumeur à proprement parler, tu vois. J'emploie ça parce que avant de pouvoir commencer un travail comme celui fait avec le MDR, j'ai eu des dizaines d'années avec des souffrances au niveau du corps. Il y avait des choses qui s'exprimaient. Donc là, ce n'est pas tangible, cette douleur ou cette chaleur ou ces formes qui se manifestent alors qu'on est en train de travailler sur un souvenir et les émotions inhérentes à ces souvenirs. Et donc la thérapeute était là pour dire on va en prendre soin. Et sous quelle forme, comment on peut prendre soin de ça ? Eh bien, déjà en accueillant ce qui se passe. Et puis, c'est la première chose, parce que la personne, elle peut être surprise elle-même par sa réaction physique, elle peut aussi parfois se le reprocher. Donc, déjà, de lui dire, voilà, mais on prend ce qui vient, et c'est important d'accueillir ça et de continuer à tirer le fil, et que voilà, ça fait partie du travail, ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus, et donc ça a de la valeur en tant que tel. C'est pas quelque chose de négatif. Et tout à l'heure, vous commencez à évoquer la notion de lieu refuge, ou peut-être que... Oui, alors ça, c'est avant même de travailler sur un souvenir pénible. On fait un travail préalable avec le patient ou la patiente, et on lui demande de penser à un lieu dans lequel elle peut se sentir en totale sécurité. Et c'est vraiment la notion de sécurité qu'on cherche.
c'est pas un lieu cool. C'est un lieu dans lequel on peut se sentir en totale sécurité. Et on utilise aussi les stimulations visuelles pour l'installer. Alors, c'est pas la même vitesse des stimulations, c'est pas la même durée non plus, selon qu'on travaille sur l'installation d'une ressource ou selon qu'on travaille sur la désensibilisation d'un souvenir pénible. Mais ça permet déjà à la personne de se faire un petit peu une idée de ce que c'est que le MDR. Et puis, ça permet d'avoir cette sécurité pour en fin de séance, quand on est obligé d'arrêter la séance. Une séance dure 1h30. Donc, au bout d'1h30, on n'a pas forcément fini de traiter le sujet, le souvenir. Et donc, si on est obligé d'arrêter, hop, on organise la fin de séance et il y a un retour au lieu sûr pour que la personne puisse quitter le cabinet en ayant retrouvé son calme, sa sérénité. En n'étant plus dans ce souvenir-là, quoi. Voilà, il est rangé, il reste dans mon cabinet. Il y a aussi un travail qu'on fait parfois, je ne sais pas si on l'avait fait ensemble, mais c'est on installe ce qu'on appelle un contenant, c'est quelque chose d'imaginaire aussi, dans lequel on peut ranger le souvenir. Donc c'est un contenant qui ferme bien, qui doit être rangé dans un endroit en sécurité. Il faut que les souvenirs, même les plus pénibles, soient quand même en sécurité, parce que ils font partie de la vie, et donc ils doivent être respectés en tant que ça. On ne va pas changer ces souvenirs-là, on ne va pas les faire disparaître, mais on travaille sur le rapport de la personne à ses souvenirs. Je voulais rebondir maintenant sur le bouquin que Anne, vous avez donc publié en 2023, qui a été réédité en 2024. Le livre s'appelle « Déverrouiller les connaissances de soi ». Et dedans, vous donnez des billes, des outils à quiconque souhaite en apprendre plus sur lui ou elle-même, sur sa relation à l'autre, mais aussi aux personnes qui souhaitent améliorer leur gestion des émotions et changer de comportement et les représentations aussi qu'on se fait. Pour cela, vous expliquez l'importance de connaître nos 4 exigences fondamentales: sens, justice, paix, amour. Vous décrivez aussi ce qu'est une posture d'apparentement. Vous détaillez l'approche du miroir, donc l'être et l'ego, et vous expliquez la différence entre le réel, le symbolique et l'imaginaire. Ça fait beaucoup de choses. J'ai vraiment essayé de résumer en une question. Moi, j'ai appelé ça ces 4 thématiques, et si je peux me permettre. Et du coup, est-ce que ces 4 thématiques, on pourrait dire que ce sont les 4 premières clés de compréhension de notre fonctionnement dans nos relations avec nous-mêmes et avec les autres? Alors, pour moi, oui. Après, ce sont des constructions. C'est-à-dire que ce n'est pas une vérité absolue. Les 4 exigences fondamentales, je les ai identifiées, on va dire, dans un travail de réflexion sur l'agressivité que j'ai mené avec mon conjoint pendant une 12aine d'années. Et elles se sont quelque part imposées à nous. C'est-à-dire que nous, on les ressentait d'abord, on voulait que les choses aient du sens, et puis qu'elles soient justes. Enfin voilà, c'était un ressenti personnel, et on n'a jamais été démenti. On a construit ça en disant c'est ce qui fait contrepoids à l'ego, en fait. Le bébé se reconnaît dans un miroir. Au début, il est tout petit, il est dans les bras de ses parents, et puis ses parents lui disent « Regarde, tu es là où il n'est pas. » C'est-à-dire que l'être humain se construit son identité avec une dualité. Il y a son être, il a parfaitement conscience d'être dans les bras de son parent, et en même temps avec la représentation de lui dans le miroir. Et la représentation de soi, la conscience de soi et la représentation de soi, c'est l'embryon de l'ego. Cette dualité humaine, elle est fondée sur cette contradiction intrinsèque de l'homme entre l'ego d'un côté et les 4 exigences fondamentales qui font partie de nous, quoi. Et vous transmettez tout ça lors de vos séances en EMDR? Est-ce que Mathilde, ça te parle, tout ça, ou... J'ai été bercée à ça. Mais j'ai trouvé ça d'autant plus important parce que je crois que j'ai dit la notion de reconstruction. Et pour construire quelque chose, il faut des matériaux. Et effectivement, les réflexions que pouvait amener Anne, après moi j'en fais ce que je veux de matériaux, mais au moins je les ai. Et je vois comment ça me parle.
Et au fur et à mesure, je m'approprie des choses et je peux les traiter et je peux voir si ça me parle, si ça me convient. Le MDR t'a donné des billes pour en fait, processer, quoi. Enfin, en fait, j'ai une boîte à outils. Je l'ouvre et je sais me servir des outils. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Écoutez, je vous remercie à toutes les deux d'être venues. Pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, j'espère que le témoignage de Mathilde en présence d'Anne vous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce qu'est le MDR, à quoi ça sert, et puis aussi un peu à démystifier un peu tout ça. Et puis à montrer que c'est à la portée de tous et toutes. Merci à toutes les deux. Merci bien. Merci. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et à partager le profil Deezer, Apple Podcast ou Spotify. Et n'hésite pas non plus à nous suivre sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Micro-canap!